Bonjour tout le monde, mon nom est Chris Doran, un représentant des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous rejoindre à nous pour cet webinaire offert par ITM Université. Aujourd'hui, nous allons traiter de nouveaux sujets de l'heure, l'introduction à l'imagerie acoustique avec Fluke. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone durant la présentation. La présentation durera environ 35 à 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin pour des questions et réponses. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction de chat et nous nous ferons un plaisir de vous répondre à la fin de la présentation lors de la période des questions. ITM Instruments travaille en étroite avec Fluke, en collaboration avec Fluke depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de Fluke. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Marc Ouellette, à l'emploi de chez Fluke depuis 9 ans, directeur des ventes régionales pour le Québec. Marc, c'est à vous. Alors, bonjour tout le monde. C'est ça, mon nom est Marc Ouellette, je travaille pour Fluke. Aujourd'hui, on va parler d'imagerie acoustique. Je vais juste partir le bal ici. Alors, c'est ça, on a des nouveaux appareils à cette heure qui peuvent détecter le son sur une image. Alors, c'est ça qu'on va regarder. On parle de deux appareils, la II900 et la II910. Alors, aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec ce webinaire-là, c'est comprendre ce que c'est que l'imagerie acoustique. On veut voir les fonctionnalités de base du Fluke II900 et puis aussi regarder un petit peu le 910, comment ça se compare aux technologies existantes, les opportunités de réduction des coûts, les bonnes pratiques des utilisateurs, explorer les applications potentielles et identifier celles qui posent des problèmes. On parle du nouvel appareil II910 avec des performances supplémentaires et puis les différents exemples d'applications pour ces deux appareils. Alors, qu'est-ce que l'imagerie acoustique? L'imagerie acoustique, dans le fond, c'est un peu comme regarder du son. Alors, le son, normalement, on est habitué d'entendre ça avec nos oreilles, mais avec cet appareil-là, on peut voir le son apparaître sur l'écran, surtout quand c'est un point spécifique ou une pression spécifique. Alors, on peut ajuster la fréquence pour éliminer le bruit de fond dans une usine. Donc, ça ne nous affecte pas parce que souvent, les fuites d'air comprimé ou les fuites de gaz sont à relativement haute pression. Et puis, ce que l'appareil va faire, c'est qu'elle va détecter la fuite et puis le mettre sur l'écran avec une fonctionnalité qu'on appelle le sound map. Puis après ça, on va superposer ça sur une image de la caméra. Dans le fond, c'est une caméra aussi visuelle. Et puis, on va voir le son sur l'image en live. Dans le fond, à mesure qu'on bouge la caméra, on voit le son sortir d'un tuyau ou de quelque chose du genre. Alors, comment ça se compare à les technologies des ultrasons? L'ultrason est utilisé un peu partout, autant pour le nettoyage, le soudage des plastiques, les métaux de découpage, naturellement aussi dans le biomédical. Fait que l'ultrason, c'est un peu utilisé partout pour différentes détections. Alors ça, c'est la manière que les fuites étaient détectées autrefois, déjà dans le passé, là, mettons avant l'année passée. Et puis, c'était avec un microphone parabolique. Et puis, ça prenait l'information requise parce que la personne qui avait ses écouteurs et qui écoutait le microphone devait savoir ce qu'elle écoutait pour pouvoir isoler un bruit par rapport à un bruit qui était supposément normal. Et puis, ça prend beaucoup de temps. Alors, seulement les travaux critiques étaient effectués. Et puis, nombreux clients ont indiqué que la détection des fuites ne valait pas la peine à cause du trouble et de l'argent que ça faisait. Alors, voici le flux de travail pour détecter des fuites de la méthode traditionnelle avec le microphone parabolique, où est-ce qu'on doit scanner, dans le fond, une région. Ça prend naturellement, comme on dit tantôt, une oreille éduquée. On scanne une région, après ça, on se rapproche d'un bruit qu'on ne reconnaît pas. Et puis, une fois qu'on a trouvé le bruit où on pense bien que c'est une fuite, là, on met un tag dessus. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend quelqu'un de formé, et puis, c'est ça, c'est complexe. Voici un exemple plus pratique sur une fuite qui a pris environ 20 minutes à trouver, parce que c'est quand même plus de temps.
vu qu'on n'est pas trop sûr, il faut analyser ça de notre côté, à moins quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui sait exactement où aller et où est-ce qu'il s'attend. Là. Mais actuellement, souvent, c'est une personne de l'extérieur qui vient. Alors, on scanne une région large, on trouve potentiellement une fuite, on change de microphone pour un microphone de plus de proximité, on trouve la fuite et on le tag. Alors, si on regarde ça avec notre caméra, on scanne toujours la région large, mais là, comme on voit sur les dessins ici, on commence à voir des petits points rouges apparaître aux endroits probables où est-ce qu'il pourrait y avoir une fuite. Et puis, on se rapproche de la fuite ou d'une des fuites qu'on voit. Dans ce cas-ci, on voit sur l'image de droite qu'il y avait deux fuites, une ici, puis il y en a une là. Et puis, on peut prendre la photo, pas besoin de taguer. On download ça sur un PC, on l'imprime, puis on donne ça au technicien pour aller réparer. Donc, si on regarde le même exemple que tantôt, on a fait la même chose. On a scanné la région large, on s'est rapproché de où est-ce qu'on voyait un petit point rouge, c'est-à-dire une fuite potentielle. Mais dans notre cas, on a trouvé deux, parce que le gars avec son microphone, lui, il a juste entendu la plus grosse, puis probablement qu'une fois réparé dans une deuxième passe, il a rattrapé la deuxième plus petite. Nous, en sauvant du temps, on a trouvé deux fuites en 5 minutes avec la même application. Alors, c'est là qu'on voit grosso modo comment ça fonctionne. Puis en plus, la personne qui le fait n'est pas obligée d'être formation. C'est la machine qui fait tout le travail. Alors, l'utilisateur n'a pas de mérite, malheureusement, dans cette fonction-là. Ça, c'est l'appareil du côté utilisateur. Alors, on tient ça devant nous pour regarder l'image. Très simple à utiliser. Il y a deux boutons puis un écran. Donc, il y a le bouton pour l'allumer. Il y a le bouton à droite pour prendre la photo. Et puis l'écran. L'écran est tactile. Donc, aussitôt qu'on y touche, là, on a des fonctions qui peuvent apparaître pour le menu puis le filtre des fréquences pour aller ajuster ce qu'on a besoin. Ça, c'est l'autre côté de l'appareil. Donc, c'est une matrice de 64 microphones, très sensible, avec une caméra en plein centre. Et puis, les microphones, c'est eux qui font la job, parce que dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on veut détecter du son, puis on veut, après ça, superimposer ça sur une image pour pouvoir qu'est-ce qui se passe. Avec les applications, c'est toujours pour des fuites d'air, pour des sons relativement haute fréquence qu'on ne peut pas entendre à l'oreille. Alors, les implications financières de ne pas faire de détection de fuite, c'est que l'équipement de compression fonctionne quand il ne devrait pas. Fait qu'il va essayer d'être prêt pour la demande réelle. Il va être l'usure de la machine. Et puis, quand on parle d'usure, ben là, il y a des coûts d'entretien, des coûts de réparation pour quelque chose qui n'aurait peut-être même pas dû marcher. La qualité des produits, quand on a une usine et puis qu'on fabrique je sais pas moi, des morceaux de plastique ou quoi que ce soit, puis qu'on dépend de l'air comprimé, puis s'il y a une fluctuation de la pression d'air, ben, il va y avoir une fluctuation de la qualité des produits qui sortent au bout de la ligne. Fait que c'est pas non plus très, très intéressant d'avoir des variations ou des pertes d'air sur une ligne de production qui dépend de l'air pour la qualité. Fait que, si l'air baisse trop bas, il faut arrêter la ligne. Encore là, c'est des coûts de production. Les coûts énergétiques, naturellement, quand le compresseur fonctionne pour rien, il consomme de l'électricité. Alors, si on peut enlever un compresseur de plus ou peut-être même deux, dépendant de la grosseur de l'usine, à cause des fuites d'air, que eux compensaient pour les fuites d'air, on sauve de l'argent. Le coût des gaz, naturellement, quand on parle d'air comprimé, ben, l'air, en théorie, ne coûte rien sauf la production. Mais il y a les coûts des gaz pour différents gaz qu'on doit calculer s'il y a des fuites de gaz, donc il n'y a pas de gaspillage. Et puis, certains gaz ont des effets environnementaux négatifs secondaires aussi, autant pour les employés que pour la pollution. Fait que ça peut être critique. Et puis, la main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un de formé, un spécialiste. On peut prendre un bon technicien qui fait un petit peu de tout. Il se promène avec ça, il va trouver les fuites, puis il prend ses photos, puis après ça, il peut même les réparer lui-même. Donc, ça change aussi de ce côté-là. Fait que c'est tous ces points-là, il y a des signes de dollar attachés à ça. Ici, on a une étude de cas aux États-Unis où est-ce qu'on a fait un test pendant 7 jours. Et puis, on voit que la grosse ligne rouge en bas, qui est le compresseur numéro 4, lui, il fonctionnait seulement pour compenser les fuites d'air. Fait qu'une fois qu'on a trouvé les fuites, puis qu'on a la pression s'est stabilisée dans le réseau, ils ont vu une économie potentielle annuelle, parce que là, c'était juste sur 7 jours, fait qu'on l'a multiplié par 52,
pour voir l'économie et on donne environ 48 000 d'économie sur un an et puis 25 des capacités d'air récupérées. C'est sûr qu'on ne peut pas arriver à 0 dans une usine, c'est impossible, mais si une usine typique aujourd'hui est entre 25 et 30 de perte d'air, puis qu'on peut baisser ça à, je sais pas, 5 ben pour nous, c'est win-win. Ça, c'est un exemple concret ici d'économie pour l'air. Alors, qui a besoin de cette machine-là? Toute usine ou installation avec un grand système d'air comprimé, 50 HP et plus. Aux États-Unis, on parle de 280 000 usines qui ont ces applications-là. Alors, tout ce qui est pour la fabrication, automobile, machinerie lourde, métaux, plastique, fabrication par processus alimentaire, chimie, pharma, verre, ciment, pâte et papier, tous les pétroles et gaz où est-ce qu'il y a de l'air comprimé. Puis les autres aussi, les hôpitaux, les centrales électriques, les transports, la manutention. Partout où est-ce qu'il y a de l'air comprimé. Et puis aussi, les usines équipées de gros compresseurs, les autres, ils vont être avantagés parce que là, ils vont sauver de l'argent. Les usines qui contractent les services d'inspection, les équipes de maintenance dotées de programmes internes d'inspection des fuites, et puis les fournisseurs de services offrant l'inspection des fuites d'air. Fait qu'eux peuvent profiter de cet appareil-là. On parlait un petit peu de l'opération de l'instrument. Ça, c'est l'écran. Quand on touche à l'écran, tout ça apparaît d'un coup sec. On peut aussi, quand on retourne dessus, ça disparaît parce qu'on veut voir quand même nos fuites. Fait qu'on a à gauche, on a le menu qu'on va regarder tantôt. Excusez-moi. À droite, on a le spectre de l'amplitude avec les fréquences. Fait que tout ce qui est en bas de 20 kHz, ça, c'est le son qu'on entend à l'oreille humaine, qui est souvent le son de bruit ambiant dans une usine. Alors, nous, on peut, avec ce carré-là, le filtre, avec notre doigt, on peut bouger ce carré-là et puis le monter plus haut pour vraiment isoler le son. Puis le bruit ambiant, c'est un don't care parce qu'il n'est pas là-dedans. En fait, on l'a vraiment sorti de l'équation. On peut aussi, avec les deux petits points ici, avec le doigt, rapetisser la fenêtre puis avoir seulement 10 kHz au lieu de 20 kHz de fenêtre. Puis ça, c'est pendant qu'on regarde la fuite. Fait qu'on peut vraiment jouer avec live pendant qu'on se promène puis qu'on regarde ce qui se passe. On a une palette de couleurs qu'on peut ajuster pour voir différents produits ou la gravité aussi de la fuite. Puis aussi, on a un marqueur au centre de l'écran qu'on peut activer ou désactiver pour montrer le son en décibels. Alors ici, on a les images. On peut prendre soit images fixes ou vidéo. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que souvent, durant un procédé, on a une fuite, mais seulement quand le tuyau il est plié ou il est expansionné ou en une des positions quelconque, puis on ne la voit pas tout le temps avec une photo. Fait qu'avec une image, on peut faire quelques secondes, le temps du cycle complet du tuyau de pression. On va voir exactement où est-ce qu'est la fuite. On a le bouton mémoire aussi, où est-ce qu'on peut voir en mémoire les photos qu'on a sauvées. On peut les voir live sur l'écran de l'appareil et puis aussi on peut les downloader sur un PC pour faire nos rapports. La palette de couleurs, ça c'est au goût de l'utilisateur. Puis le marqueur de dB, comme je vous disais tantôt, au centre, on peut l'allumer ou l'éteindre si vous voulez voir ça. Alors, considération pratique d'utilisation. Comme je parlais tantôt, on parle du filtre ici, fait qu'on peut filtrer seulement la partie qu'on veut voir et ignorer les bruits ambiants. Alors, on peut détecter à ce moment-là des plus grandes distances et puis on enlève les interférences de bruit ambiant. Fait qu'on vraiment on focus sur ce qu'on veut voir puis on peut maximiser le signal de la fuite. Ça, c'est une considération pratique d'utilisation. Les réflexions, c'est un petit vidéo que je vais laisser rouler. Des fois, on regarde, et puis là, on voit comme s'il y avait une fuite sur le plancher. Mais il ne faut pas oublier qu'on regarde du son. Puis le son peut rebondir sur une surface dure. Dans ce cas-ci, le son venait d'en dessous de la table. Fait qu'il faut des fois regarder plus attentivement quand on voit une fuite qui ça n'a pas l'allure de voir une fuite en plein milieu d'un plancher de béton ou sur un mur dur. Fait que souvent, c'est une réflexion. On regarde l'autre bord ou on regarde en face, puis pouf, on trouve tout de suite le spot sonore où est-ce qu'il vient. Puis là, dans ce cas-ci, c'était une fuite d'air qui était en dessous d'une table de travail sur un bout de tuyau. Donc ça, c'est toutes des petites choses qu'il faut regarder, mais ça ne prend pas une formation de 30 heures. C'est vraiment de la logique. Puis à force de bouger, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Performance. On peut voir plusieurs fuites à la fois sur l'écran de 7 pouces. C'est quand même un assez gros écran, c'est quand même quasiment un mini iPad.
Les fuites peuvent être détectées jusqu'à 50 mètres, dépendant naturellement de la force de la fuite. Si c'est une petite fuite, ça va être un peu plus dur, mais en théorie, on peut. On peut stocker jusqu'à 1000 images sur l'appareil. Et jusqu'à 5 minutes de vidéo. Je pense que c'est des vidéos d'environ 30 secondes qu'on peut prendre. Mais quand même, on peut prendre plusieurs vidéos à la fois. Puis une fois que c'est downloadé sur le PC, on peut effacer la mémoire et recommencer. C'est pas rien de statique. Là. La durée de vie de la batterie est de 6 heures, qu'on peut recharger en moins de 3 heures. Et puis l'appareil vient avec 2 piles. Donc on peut travailler pendant 12 heures sans arrêt sans être obligé de les recharger. Et puis, la I900 peut visualiser plus que de simples fuites d'air comprimé. On peut visualiser du vide, des vapeurs, d'autres gaz. Il y a aussi le mode LeakQ qui a été rajouté après la sortie initiale de l'appareil, mais qui est maintenant disponible en mise à jour du logiciel gratuit. Puis ça, c'est pour, je pense qu'on en a parlé, on en parle ici à l'autre slide. Ça, c'est pour analyser la gravité de la fuite. Fait que tantôt, dans le mode de capture, on avait image vidéo. Là, il y a un troisième mode qui s'appelle le LeakQ. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça va te mettre un rond en plein centre de ton image. Puis toi, tu veux focuser ce rond-là sur ta fuite. Ça va nous calculer une échelle de 1 à 10 de gravité. Et puis, il calcule naturellement, on peut voir la distance, il voit la gravité, on a la fréquence, on a le son en décibels. Fait il y a un logiciel qu'on peut downloader sur le PC. Et puis, tout ce qu'il manque comme information, le système, s'il demande la pression de la ligne, autrement dit, elle est à combien, pressurisée à combien, et puis le type de gaz. Puis une fois qu'on sait ça, l'appareil peut faire un petit calcul et estimer, naturellement, je dis toujours estimer, dans ce cas-ci, il estime une fuite à 0,7 CFM. Puis vu que c'est du gaz, ben, il estime que la perte est environ 225 US, juste pour cette fuite-là. Ça, c'est un petit gadget intéressant pour pouvoir prioriser, mettons, différentes fuites, puis dire, bon, mais je vais faire celle-là à la plus grosse que l'autre, et puis on y va par là. Alors, les particularités aussi de l'AI900, c'est qu'on peut détecter des fuites de réfrigérant, mais il n'est pas assez sensible pour remplacer un renifleur détectant des fuites à l'échelle ppm. Ça, il faut garder ça en tête. Et puis, on peut vérifier, on peut voir aussi certaines décharges Corona, mais il ne visualise pas toutes les décharges partielles, car il n'est pas optimisé pour cette application. Rentre en ligne le nouveau II910, qui, lui, vient régler tous les problèmes du monde. Alors, il va prendre en charge les décharges partielles sur les surfaces solides, dans l'air en version Corona, et aussi les arcs. C'est un appareil qui est beaucoup plus sensible, qui va à des plus hautes fréquences, qui est très similaire au 900. C'est pour ça qu'on est les deux dans la même famille. Et puis, il va détecter une décharge partielle, il visualisera toutes les décharges partielles et a été optimisé pour cette application. Alors ça, c'est le I910. On voit ici dans la partie gauche ce qu'on disait tantôt, qu'il est vraiment fait pour des décharges partielles. On va regarder la partie droite après qui nous rappelle un peu le I900. Alors, pour les décharges partielles, c'est ça, il peut localiser en toute sécurité les problèmes à distance sans avoir besoin de cordon. Aucune formation requise, simple à apprendre, comme le 900. Et puis, on peut prendre des photos en direct de votre scan, accéder à des données riches pour l'analyse et la création des rapports. Alors, pour ceux qui ne savent peut-être pas, les décharges partielles, ça, c'est plus des applications où est-ce qu'il y a de la haute tension. C'est l'isolation des lignes haute tension, transformateurs, turbines, les jeux de bord à l'intérieur des armoires, exemple des installations de production électrique, réseau de transport, réseau de distribution. On voit la première photo ici, c'est une photo prise avec notre caméra d'une décharge partielle style Corona sur un isolateur. Puis on voit la même photo ici. Ça c'est une technologie plus vieille un peu qui est des caméras ultraviolettes. C'est un petit peu plus dur à voir. On voit certains points, mais ça c'est la technologie qui existe en ce moment, avant que le 910 sorte. Alors, on regarde ici comment détecter les décharges partielles. On peut les faire par l'ultrason, par radiofréquence ou par élément ultraviolet. Nous, on y va par l'ultrason. Alors, pourquoi qu'on veut détecter les décharges partielles? Parce que ça peut faire des dommages mécaniques, thermiques et chimiques aux isolants et aux conducteurs pour aboutir à un arc électrique catastrophique. Alors, voici certains types de décharges partielles. On en a parlé tantôt. La corona, qui est l'ionisation de l'air autour d'un conducteur. Les décharges de surface, ça c'est un suivi sur l'isolation. Les arcs, ça c'est quand il y a un genre d'un éclair dans le ciel. Là. Ça c'est plus explosif, plus
dommageable, et puis ça produit une décharge de plasma. Puis les décharges à vide, ça c'est interne, ça c'est plus dans les conducteurs où est-ce qu'il peut y avoir des conducteurs à haute tension, puis il peut y avoir un espace vide entre deux laminations du conducteur, ça c'est un problème de production, et puis ça peut faire des décharges partielles. Alors, comme on regardait tantôt, les trois premières décharges, le Corona, qui est la décharge sur une surface tranchante de conducteur, pas vraiment un problème en dehors du son et de l'émission de fréquences radio. Et puis, les signaux Corona ont de nombreuses caractéristiques distinctes qui leur permettent d'être facilement différenciés. Ça, il n'y a pas de problème, on peut les regarder. Les décharges de surface aussi, on peut les voir. Ça aussi, c'est pas critique, mais ce que ça va faire, c'est que ça va briser mécaniquement les conducteurs avec le temps. Et puis, ça peut évoluer, puis ça peut devenir plus sévère, puis là, ça va causer un problème dangereux. Fait que ça, c'est important aussi de voir, et on peut les détecter avec notre caméra. Les arcs, comme un éclair dans le ciel, ou bien quand on a un arc flash dans un... Bien, ça, arc flash, on ne verra pas, parce que ça va être assez instantané. Mais les arcs dans un système de haute tension, on peut les voir assez facilement aussi avec notre caméra parce que ça va faire un bruit particulier, puis on peut le détecter avec les microphones ultrasoniques. Le quatrième item, il est en jaune. Lui, il est un petit peu plus dur à détecter avec notre caméra parce que normalement, en règle générale, on a besoin d'un contact visuel. Mais notre technologie entendra toujours les ultrasons juste sous la surface, dans les épissures du câble et les connecteurs. On a dit que c'est à l'intérieur, ça. Fait que ça, le son, il va être plus assourdi ou il va être plus écrasé. On ne l'entendra pas aussi fort. Mais on pourrait l'entendre si le problème est assez grave. C'est pour ça qu'on l'a mis en jaune. C'est pas sûr que ça marche dans tous les cas. Alors, les économies de décharge partielle, c'est sûr qu'on a la disponibilité. Alors, le temps d'un événement catastrophique, une panne imprévue suite à une décharge non détectée est très réel et puis un risque pour la sécurité humaine, donc c'est important de pouvoir détecter ça. L'entretien, on veut un réseau haute tension comprend toujours plusieurs composants qui nécessitent une maintenance, une inspection appropriée. Fait qu'on veut éviter qu'il y ait des formations d'arc pour justement endommager l'équipement avec le temps et puis on peut prévenir au lieu de guérir. Sécurité, le fait qu'on puisse détecter à distance jusqu'à 120 mètres les arcs, ça fait qu'on n'est pas obligé d'être trop proche justement de ces décharges partielles-là qui sont souvent des choses à haute tension dangereuses. Fait que c'est sécure pour l'usager. Et puis, les coûts de la main-d'œuvre supplémentaire pour les réparations et les dommages matériels, lorsqu'il est rendu trop tard, on a sauvé ça en théorie si on a bien fait notre job du côté entretien. L'autre partie du II 910, ben, ça ressemble beaucoup au 900. Alors lui, on peut détecter les fuites comme le 900, et puis, sauf qu'on peut aller un peu plus loin. On détecte des fuites subtiles de petite taille dues à une pression plus basse. On localise les fuites jusqu'à 100 mètres. Analyse d'estimation de la taille et du coût des fuites via l'outil de LeakQ, qu'on a vu tantôt. Et puis encore là, aucune information requise. Donc, cette partie-là ressemble beaucoup au 900, mais comme en mieux, là, une coche de plus. Alors, détection des sons ou des bruits de fuite. Comme nous le savons, le I900 voit aussi ce son. Et puis, le 910 a une sensibilité accrue pour qu'il puisse voir les basses pressions aspirateurs. Pour moi, ça veut dire vide dans ce cas-ci. Les gaz moins denses. Et puis, on peut voir aussi à une plus longue portée. Encore là, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, pour avoir la disponibilité, pour empêcher que nos lignes arrêtent, puis qu'on ait des fuites critiques de perte d'air ou de pression d'air. Des fuites provoquent une baisse de pression du système, ce qui peut rendre les outils pneumatiques moins efficaces, ainsi que nuire à la qualité de la production. Sécurité, on peut détecter l'emplacement exact de la fuite à des zones plus difficiles d'accès aussi. À cause du 100 mètres, on peut être assez loin et puis voir qu'est-ce qui se passe. On n'est pas obligé de se rendre là pour le taguer. On prend la photo, puis lors d'un shutdown, probablement que le technicien va pouvoir aller réparer la fuite à ce moment-là. Et puis, un système bien entretenu, l'économie d'énergie, nous évite de gaspiller jusqu'à 30% de sa capacité totale de production d'air comprimé par les fuites. Ça, c'est encore là très similaire au 900. Alors, imageur acoustique de précision, le I900. Qu'est-ce qu'on a dans le package? On a le LeakQ, qui était la même chose que le 900, mais le 910 nous rajoute en plus le PDQ pour la quantification des fuites et des décharges partielles. Encore là, ça va être une échelle de gravité pour nous dire
quel problème qu'on doit résoudre en premier, lequel qui est pire qui est l'autre. Fait que c'est ce genre de quantification parce qu'il fait un comptage d'impulsion et puis ça va nous donner ce résultat-là. On peut faire, comme dans l'autre appareil, des enregistrements vidéo. C'est toujours la même technologie sans map où est-ce qu'on voit la fuite sur l'écran, mais dans ce cas-ci, fuite ou l'effet de décharge partielle. Même écran de 7 pouces. La bande passante est plus élevée. L'autre a arrêté environ à 50 kHz. Celle-là va jusqu'à 100 kHz. Donc, d'où la précision et puis la facilité de trouver plus de fuites ou de problèmes potentiels. La conception, le boîtier, c'est le même. Microphone, c'est les mêmes capacités de détection optimale. Nombre d'heures d'autonomie, c'est la même chose. 6 heures d'autonomie, il vient aussi avec 2 batteries. Et puis, on parlait de détection plus longue de 100 ou de 120 mètres. Et puis, même connecteur USB-C pour pouvoir downloader les photos, les vidéos ou toute autre information qu'on a enregistrée sur la caméra. Alors, grosso modo, le prix de liste, c'est sûr que le 910 va être un petit peu plus cher. On parle d'environ 4 000 $ de plus pour avoir plus de fonctionnalités. Sensibilité standard, l'autre a une plus grande sensibilité. La gravité relative, on a le LEQ sur le 900, le 910, le LEQ et le PDQ pour les décharges partielles. Gamme de fréquence, on en a parlé tantôt, on parlait de 50 ou 52 kHz, l'autre il va jusqu'à 100 kHz. Détection des fuites un peu plus loin aussi, on parle de 50 mètres pour la 900, on parle de 120 mètres pour la 910. Le restant est pas mal pareil. La sensibilité est plus élevée, naturellement, sur le 910. Puis le lancement des appareils, le 900 est sorti en avril l'année passée, et le 910 sort en ce moment. On a ici quelques exemples d'applications dans des usines. On voit une sortie d'air comprimée à la sortie d'une chaîne de production, le point rouge en plein milieu de l'écran. Connexion du compresseur d'air. C'est souvent où il y a des joints, où il y a des connexions qu'on va voir des fuites. Mais dans ce cas-ci, on les voit très bien, même des fois à des valves ou à des jonctions. Là. Dans ce cas-ci, c'était justement un régulateur d'air. Ligne de production, ça a l'air d'une ligne de production de boissons gazeuses et puis on voit des fuites en dessous de la table. Imaginez-vous que chacun de ces petits tuyaux jaunes-là, il y a de l'air là-dedans. Fait que quelqu'un qui vient avec la méthode traditionnelle, le microphone, des écouteurs, là, il s'arrache les cheveux. Là. Fait qu'avec ça, on le voit tout de suite. On peut voir plusieurs fuites à la fois. Même ça peut prendre plusieurs fois à les réparer. Puis une fois qu'on en a réparé, on en trouve d'autres jusqu'à temps que tout devienne clean et super productif. Puis là, on peut couper un générateur ou un compresseur sur la ligne, sur l'assemblage. Fuite d'azote, ça c'était sur le toit d'une bâtisse, fait qu'on parlait d'autres gaz aussi. Ça, c'était un exemple de fuite d'azote sur un toit. Fuite de compresseur d'ammoniac, ça c'est pas le fun quand il y a des fuites d'ammoniac, ça peut être un petit peu dangereux. Fuite du réservoir d'argon, encore là, un gaz à la sortie du manomètre. On voit exactement. On voit un petit peu aussi la réflexion là, juste en dessous ici. Fait qu'on sait que ça, c'est pas vrai, mais ça, c'est la réflexion de ce bruit-là sur le dessus du réservoir d'argon. C'est un petit exemple. Ligne d'air comprimée sur un camion. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le principe, là, partout où est-ce qu'il y a de l'air comprimé. Fuite de conduit dans une usine de charbon. Puis là, on est en bas, là. Fait qu'on est peut-être à 30-40 pieds dans les airs, cette affaire-là. Fait que ça, c'est notre affaire. On n'est pas obligé de monter en échafaud, pas obligé de prendre une échelle. On le voit. C'est sûr que pour le réparer, ben, ça va prendre une échelle, mais au moins, on l'a identifié la fuite. Et décharge partielle, effet de surface sur un gros isolateur ici à haute tension. Ligne de gaz naturel dans une aciérie, encore là, la valve qui coule. Et comme sommaire, on dit que la technologie de Fluke crée l'opportunité de repenser la manière de détecter les problèmes dans de très nombreuses applications industrielles, ce qui entraîne des économies de coûts significatives et des processus améliorés. Comme je dis toujours aux clients, je dis c'est pas une dépense que vous faites quand vous achetez ça, c'est un investissement parce que la caméra va se payer assez rapidement dépendant des problèmes que vous avez dans vos usines. Alors, je reviens à toi, Chris, pour des questions. Je vais ouvrir ma caméra pour qu'on se voit tous. Merci beaucoup, Marc. Merci tout le monde. C'est une présentation avec beaucoup d'informations. Puis c'est maintenant le temps pour toutes vos questions. Utilisez la fonction chat. Avant qu'on commence la section des questions, si vous avez des questions pour les prix, disponibilité,
n'importe quoi comme ça, vous pouvez nous envoyer un courriel à info ou information à commercialitm.com, puis notre équipe de vente va vous répondre en fonction d'email. Donc, on a reçu un peu de questions déjà. Une question qui vient de Serge. Doit-on faire une calibration annuelle sur cet équipement? C'est pas critique parce que, je veux dire, qu'on mesure à 60 dB ou 65 dB, on va quand même voir la fuite. Fait que oui, il y a une calibration de disponible, mais ça n'affecterait pas votre travail en théorie. Fait que c'est au choix de l'utilisateur. Si vous avez un système ISO et vous devez faire calibrer, c'est sûr que vous devez suivre votre système, mais c'est pas une obligation. Parfait. Une question qui vient d'Amor. Est-ce qu'il y en a des formations lorsqu'on achète ou l'acquisition d'équipements? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est les distributeurs nous-mêmes qui les offrent? En théorie, c'est les distributeurs. C'est très facile à utiliser. Vous l'avez vu, il n'y a comme presque pas de bouton. Il n'y a pas de théorie là-dedans. L'appareil fait tout. Fait que c'est très facile. Mais s'il y a des questions supplémentaires, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours me rejoindre. Oui, absolument. Parfait. Merci pour votre question. Un autre, puis je vais ajouter là-dessus, est-ce que cette caméra-là, il y en a, peut être compatible puis fonctionner avec Fluke Connect pour transférer puis transmettre les photos à l'équipe de réparation puis tout ça, ou est-ce qu'on doit, est-ce qu'on a besoin des étiquettes de réparation quand on trouve une fuite ou quelque chose comme ça? Pour l'instant, ce n'est pas Fluke Connect. Je ne sais pas si c'est dans les plans, mais pour l'instant, on prend carrément la photo et puis tu donnes au technicien pour faire réparer la fuite. OK, parfait. OK, un autre. Est-ce qu'il va fonctionner pour détecter les petites fuites autour des fenêtres? Il faudrait qu'il y ait une fuite pas mal élevée parce que moi, je dirais non. C'est fait plutôt pour de l'air comprimé. Il n'y a pas vraiment d'air comprimé à l'extérieur. Fait que je te dirais non. OK, parfait. Un rappel pour nous envoyer une question. Vous pouvez nous envoyer par la fonction chat. On a plein de temps pour vous répondre. Donc, prochaine question. Qu'en est-il du bruit électrique provenant de contacteurs ou de disjoncteurs défectueux? Je pense que ça ne marchera pas là-dessus parce que c'est pas un bruit assez haute fréquence. C'est pas de la haute tension. C'est fait plutôt pour les décharges partielles, c'est de la haute tension. Alors, je dirais que non, ça ne va pas détecter des contacteurs ou des breakers défectueux. OK. Une autre question qui vient d'Amor. Qu'est-ce qu'il arrive le bruit ambiant? Le bruit ambiant est filtré out, comme on a vu tantôt. Alors, avec le filtre, on peut bouger carrément notre focus sur les hautes fréquences. Et puis, le bruit ambiant est négligeable. Il n'est même pas inclus là-dedans. Là. Il est en bas de ce qu'on regarde. Il n'est pas vraiment dans la même fenêtre. Donc, aucun problème. Parfait. Nous avons une autre question qui vient de Jonathan, qui c'est pour avoir une démonstration. Jonathan, je vous invite de nous envoyer un courriel à info@commercialitm.com et notre représentant de vente externe va vous contacter pour céduler une démonstration là-dessus. Une autre question. Si la fuite est derrière le mur ou en surface, est-ce qu'on verra toujours ou non? Encore là, c'est un microphone. Fait que si c'est derrière un mur puis le son est assourdi ou écrase le son, on ne pourra pas l'entendre. Si le son serait en surface ou à l'extérieur du mur, oui. Mais derrière le mur, ça va être un petit peu dur. Encore là, si c'est très fort, puis le mur, c'est du petit plywood très mince, peut-être. Mais il faut que le son sorte. C'est la seule fonctionnalité. OK, parfait. Regardez, un rappel encore, si vous voulez nous envoyer des questions, utilisez la fonction chat.
OK. Comment ferez-vous pour isoler une fuite de conduit CVC ou HVAC, étant donné les bruits mécaniques qui vibrent ou vibrant à travers le système? Encore là, c'est la fonction du filtre. Alors, si le son, est en une fréquence assez élevée, le mécanique est dans les fréquences en bas de 20 kHz, fait qu'on ignore ça. Et puis, on peut vraiment focuser sur le son en fonction qui est à haute fréquence. Une autre question qui vient de Serge. Serge, encore, je vais vous inviter de nous envoyer un courriel à info@commercialitm.com pour toutes les questions de vente, prix, disponibilité et pour la location aussi. Nous pouvons vous répondre par courriel, aucun problème. On avait une question pour le bruit ambiant. Est-ce que la température ambiante va affecter les mesures ou la précision? Non. C'est sûr qu'il y a des températures qu'il faut respecter, là, qui est à moins 10 degrés puis plus 40, je pense, pour l'appareil. Mais la température n'affecte pas le son. C'est deux choses complètement indépendantes. Puis nous, encore là, c'est un microphone, fait qu'on détecte seulement le son. Absolument. Absolument. Parfait. OK. On a une autre question. En rappel, si vous voulez nous envoyer une question, utilisez la fonction chat. Si on termine le webinaire puis vous n'avez pas eu la chance de nous envoyer une question par chat, vous pouvez nous envoyer un courriel info sans S à commercialitm.com ou information sans S à commercialitm.com. La prochaine question. En général, est-ce qu'il y en a une plage spécifique de kilohertz pour rechercher des fuites ou est-ce que ça change d'application à application? Ça va changer d'application en application, mais c'est souvent dans la zone du 30 à 50 kHz. C'est pour ça que quand on se rapproche de la fuite, on peut bouger cette fenêtre-là, puis vraiment aller focuser sur la fréquence qu'on veut regarder. Mais chaque gaz ou chaque force ou chaque fuite va avoir une fréquence différente, dépendant si c'est une petite fuite ou une grosse fuite. Ouais. On peut jouer avec ça live. Absolument. Donc, pour l'instant, ça, c'est toutes nos questions qui étaient posées. Encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a une vingtaine de minutes pour vous répondre. Utilisez la fonction chat si vous voulez. Sinon, Marc, je vais vous remercier pour la présentation. Bienvenue. C'est bien apprécié. OK. On a reçu une question. C'est parfait. Merci, Guillaume. Est-ce que l'appareil peut fonctionner quand même dans un environnement excessivement bruyant? Exemple, près d'un brûleur haute pression. Oui, parce que, comme je te dis, le bruit, normalement, se trouve à relativement basse fréquence. Nous, ce qu'on regarde, c'est dans un autre spectre de fréquence. Il n'y a aucun problème dans ce côté-là. Parfait. Je vais poser une dizaine, quinzaine de secondes si on a quelqu'un d'autre qui veut envoyer nous une question à dernière minute. Comme j'ai dit, on a plein de temps de vous s'adresser toutes vos questions. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer des questions à info@commercialitm.com. OK, ça arrive, parfait. Y a-t-il des applications dans les bâtiments s'il n'y a pas d'air comprimé qui vient de Carl? Je ne verrai pas ce serait quoi l'application. Parce que l'air comprimé, c'est ça qu'on veut détecter. On veut détecter des fuites d'air. S'il n'y a pas de fuite d'air, il n'y a pas vraiment de raison dans un bâtiment. C'est pas comme une caméra infrarouge où est-ce qu'on peut détecter de la chaleur, tout ça. C'est vraiment juste du son. C'est un son d'assez haute fréquence qui est généré par une fuite d'air d'une bonne pression. Là, encore là, du vent qui est autour des fenêtres, on ne va pas détecter ça. Peut-être on a reçu un autre. Dernière chance tout le monde. Des questions, utilisez la fonction chat. Sinon, comme j'ai dit tantôt,
utilisez notre courriel info@commercialitm.com pour toutes vos questions, prix, disponibilité, location, des ventes, démonstrations, puis toutes les questions qui vous n'avez pas à être répondues ou posées aujourd'hui. Donc, Marc, merci encore. Super. Au nom de toute l'équipe de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire. Oh! Encore! Un straggler! Chou! J'adore. OK. Est-ce qu'il y a là une pression minimale que l'appareil est en mesure de détecter? Encore là, ça va dépendre du son. On ne marche pas avec une pression, on marche avec le son. Fait que si la pression que vous détectez émet un bruit à haute fréquence, on devrait être capable de voir. On est capable de voir quand même des pertes de fuite dans une chambre où est-ce qu'on doit garder un vacuum, là, donc des pertes de vide. Ça, c'est des pressions relativement faibles, on peut les détecter. Donc, ça dépend toujours de la grosseur de la fuite, mais grosso modo, il ne faut pas oublier que c'est un microphone. Il ne peut pas détecter de pression, il va détecter des bruits, puis après ça, on va associer ça à une pression. Absolument. Merci, Amar, pour toutes vos questions, puis merci tout le monde pour toutes vos questions. Et merci pour tout le monde d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe de ITM Instruments est disponible pour vous aider, comme j'ai déjà dit. Vous pouvez visiter notre site web itm.com/fr pour français pour trouver tout ce dont vous avez besoin, y compris nos coordonnées. ITM, info@commercialitm.com. Toutes vos questions techniques, des ventes, prix, location, disponibilité et tout. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez de vous vérifier. Encore, merci tout le monde. Marc, merci beaucoup pour la présentation. Je vous souhaite, vous et vous autres, une très bonne journée. Merci, bonne journée.